Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Sylvestre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Content de vous retrouver. Moi aussi. Il y a deux sujets d'actu. Je voulais avoir votre grille de lecture. On a vu, alors peut-être pas aujourd'hui, mais hier en tout cas, ce qui a soutenu un petit peu les marchés boursiers, c'était cette décision qui n'est pas encore officielle, mais qui serait imminente. Apparemment, Donald Trump va reporter, dit-on, de 6 mois, cette possible mise en place de surtaxe douanière sur l'automobile européen, sur les voitures européennes. À destination des Européens. Bien sûr, pour les Européens, c'était un nouveau front. Et là, on se dit, il a raison, Trump, de ne pas commencer à ouvrir un nouveau front. Il a déjà le front avec la Chine. C'est pas simple. Entrer maintenant en conflit avec les Européens. Il a raison de se donner 6 mois de plus. Pour nous, c'est un bol d'air. Oui, moi je pense qu'il a raison de se trouver des alliés, du moins, ou de neutraliser des adversaires potentiels, parce que ça pouvait devenir des adversaires, les Européens. Je crois que cette affaire, elle est à la fois compliquée et simple, et elle est très intéressante. C'est que Trump, en dépit de tous les défauts qu'il a, et Dieu sait si on les connaît et si on les a commentés, il a une stratégie économique qui est de rééquilibrer les échanges internationaux. C'est ça son obsession. En sa faveur. De rééquilibrer les échanges internationaux. Il considère que les accords de l'OMC ont vicié les rapports de force au profit de la Chine, qui ne renvoie pas l'ascenseur comme elle le devrait le faire, ou comme elle s'était engagée à le faire en 2001, quand elle est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc, il est en train de freiner sur les importations chinoises, et il va essayer de digérer les réactions des Chinois. Alors, les importations chinoises, par une surtaxation qui peut aller jusqu'à 25% pour la totalité des exportations. Pour l'instant, c'est la moitié. La moitié. De manière effective. On peut quand même aller jusqu'à 300 ou 400 milliards. Donc 530 milliards pour être précis. Alors ça va quand même être considérable. En faisant le pari que, après tout, quelque part, eh bien, les consommateurs ne vont sans doute pas en souffrir, d'autant que peut-être que les Chinois réagiront, comme ils sont en train de le faire, par une dévaluation de leur monnaie pour éviter, pour justement, contrebalancer, contrecarrer les surtaxes. En revanche, si les Chinois réagissent en bloquant leurs propres importations américaines, notamment dans la matière agricole, Donald Trump risque d'avoir un problème avec les paysans, les producteurs américains. Donc, je veux dire qu'il veut rééquilibrer ça au profit d'un commerce international qui organiserait la réciprocité. Les Chinois ne pratiquent pas la réciprocité. Et or, lui, et tous les Occidentaux, en fait, a besoin de la réciprocité. Il a besoin d'ouvrir, que le marché chinois soit ouvert. Il a besoin que les brevets et les innovations occidentales soient protégés. La guerre, ça va être le digital. Et sur le digital, il sait très bien que les Chinois sont en train de jouer la montre. Ils sont très en retard, ils jouent la montre, et s'ils continuent de se fermer, eh bien... Donc cette guerre de Trump, elle est légitime dans le fond? Je crois que la guerre de Trump, elle est légitime. Je crois que les Occidentaux ont compris qu'elle était légitime, en dépit de tous les a priori qu'ils ont contre Trump. Et la meilleure preuve, c'est que les démocrates, qui étaient quand même fortement opposés à Trump, soutiennent Trump aujourd'hui au Sénat, dans cette démarche. J'ajoute un autre phénomène, et ça c'est très nouveau, c'est que vous avez des élites chinoises, des intellectuels chinois, des hommes d'affaires chinois et des hommes d'affaires de Shanghai, qui aujourd'hui commencent à dire que Trump va les sauver. Il va les sauver du conservatisme mis en place par Xi Jinping à son arrivée, de l'enfermement et de l'antilibéralisme. Et c'est très intéressant. Alors, c'est très relayé par le New York Times depuis une semaine. Vous avez dû voir ces articles et ces éditoriaux. Mais c'est intéressant de voir quelques intellectuels commencer à élever de la voix. Parce qu'en disant, si le commerce mondial se développe, si nous jouons le jeu, nous, Chinois, eh bien, nos libertés vont s'élargir et notre progrès va s'améliorer pour l'ensemble de la population. Donc ils se disent, peut-être que Trump est en train finalement de sauver la Chine du retour au conservatisme qui était le sien autrefois. Parce que Xi Jinping a beaucoup resserré les boulons à son arrivée. Il a repris le Parti communiste en main, il a repris l'économie chinoise en main, c'est-à-dire qu'il a fait machine arrière par rapport à ce que faisaient ses prédécesseurs, parce que le Parti communiste avait peur de perdre les manettes, de perdre le pouvoir. Les hommes d'affaires et les élites chinoises sont peut-être en train de bouger. Après, sur le fond, combat légitime du président Trump, mais sur la forme, quand il nous dit que, sur la forme, que les Américains ne payeront pas les tarifs douaniers que la Chine va leur infliger. Mais ça, c'est faux. Quand il dit sur les tarifs douaniers que la Chine va mettre en place 60 milliards de dollars, enfin sur 60 milliards de dollars de plus,
C'est bien les Américains qui vont payer. Il sera bien obligé de les payer s'il exporte. S'ils n'exportent pas, il ne les paiera pas. Mais s'il n'exporte pas, il va avoir des producteurs agricoles qui vont grogner, qui vont se mettre en colère, et donc il sera obligé de les subventionner. Ça va quand même lui coûter cher. C'est pas une guerre sans risque. Parce qu'il nous dit que ça n'a aucun effet sur la croissance américaine. Et on a vu sur CNN, son principal conseiller, Larry Kudlow, principal conseiller économique du président américain, dire s'il y a un impact aussi sur la croissance américaine, ce que nie clairement Trump. Et là, on se dit, même si son conseiller dit l'impact est minime, mais bon, il y a quand même un impact. Mais sur le fond, si vous voulez, d'abord, son premier objectif, il est politique. Il est de satisfaire son électorat. Les gens, il est, deuxièmement... Pour le satisfaire, il doit aboutir à un accord. Il est Wall Street. Je dois protéger Wall Street. Je dois protéger la bourse. D'ailleurs, c'est assez curieux. Lorsque la bourse commence à fléchir, il envoie un tweet. Et ça, c'est assez dingue. On le voit. Ça redresse la situation. A posteriori, c'est hallucinant. On voit que ça décroche un petit peu. Donc, il est sur un fil. Il est sur un fil. Et il compte vraiment sur l'impact que peut avoir sa politique de protectionnisme, entre guillemets, ou de rééquilibrage sur les activités. Vous savez, l'économie américaine, aujourd'hui, elle fonctionne sur quoi? Elle fonctionne sur le digital, sur l'entertainment et sur les services, en gros, et l'agriculture un petit peu. Il y a très peu d'industrie, les consommateurs ont donc besoin des produits manufacturés qui sont importés des pays émergents. Ils accepteront de payer un peu plus cher si on réussit à vendre et à percer le marché chinois. Parce qu'aujourd'hui, le consommateur américain, il n'a pas été vraiment impacté par ces surtaxes. Pourquoi? Parce que ça concernait, on dit, les biens intermédiaires. Là, si les Américains, on n'en est pas là, surtaxent tout, ça va toucher quoi? Les vêtements, les téléphones, les ordinateurs, on n'a pas encore abordé les lunettes, les smartphones et tout ça. Non, mais voilà. Et là, on se dit que les consommateurs américains, ils vont le sentir passer. Ils vont le sentir passer, sauf si les Chinois dévaluent énormément leur monnaie, mais ça va provoquer des effets négatifs en interne chez eux, puisque ça va provoquer une hausse des prix, ça va provoquer une baisse du pouvoir d'achat intérieur. Et une fuite de capitaux. Et une fuite de capitaux. Et donc, ça va donner du grain à moudre aux opposants de Xi Jinping. On n'est pas dans une démocratie, mais on est quand même dans un pays où les courants d'influence sont très puissants à l'intérieur du Parti communiste. Mais là où l'administration Trump se sent forte, c'est qu'on a quand même, encore une fois, ce principal conseiller, Larry Kudlow, quand il est sur CNN, il dit en gros, même si nous, Américains, on taxait à 100%, on taxait à 25% l'intégralité des importations de produits chinois, ça impacterait de manière négative l'économie américaine à hauteur de 0,2%. Alors on se dit, mais donc c'est l'épaisseur du trait, quoi. Donc ils peuvent y aller, à supposer que ce soit vrai. Il faudrait qu'il aille se balader dans un magasin Walmart, parce que la plupart quand même des référencements sont des sourcings de chinois ou indiens. On peut clairement mettre en doute. Mais il peut trouver des alternatives à la Chine. Il peut y avoir l'Inde, il peut y avoir le Bangladesh, il peut y avoir un tas de pays émergents dans la zone asiatique. Ouais. On voit d'ailleurs, c'est quand même assez incroyable, une majorité d'Américains soutiennent toujours le président Trump, je crois que c'est 56%, de plus en plus, dans sa politique économique. Oui. Et c'est vrai que jusqu'à présent, pardon, mais c'est loin d'être le Armageddon, la catastrophe qu'on nous avait annoncée aux États-Unis. Alors, situation, là au moment où on se parle, ça peut changer, mais c'est enviable. Ben oui, parce que Trump bénéficie, d'une croissance relativement forte, deuxièmement, d'un plein emploi, c'est-à-dire qu'il a réussi à créer des emplois de service qui globalement assurent le plein emploi à l'Amérique, et vous conservez encore 200 ou 300 000 salariés qui sont déclassés et qui ont été tués par les délocalisations. Mais le troisième facteur, c'est que Wall Street continue de galoper. Or, Wall Street aux États-Unis, c'est beaucoup plus impactant dans l'opinion publique que le CAC 40 en France. Le CAC 40, on le montre du doigt. À Wall Street, on applaudit. Parce que derrière Wall Street, vous avez les retraites. Et vous avez le niveau des retraites. Et le niveau des retraites, pour les Américains, c'est primordial. Avec une croissance comme fragile, on n'est pas naïf non plus. Non, parce que cette croissance, elle a été faite grâce à de la dette. C'est vrai, son méga plan fiscal. Elle a été faite grâce à de la dette. 2000 milliards de dollars de plus depuis l'arrivée, en matière de dette, depuis l'arrivée de l'élection, depuis l'élection de Donald Trump. On se dit que cette croissance à crédit, elle est fragile. Elle est fragile, mais elle est fondée sur le développement de secteurs qui vont être les secteurs du prochain millénaire, c'est-à-dire toute l'intelligence artificielle, tout le digital, toute la robotisation. C'est le secteur digital qui tire la croissance américaine, avec derrière tout le service de l'entertainment, des films, de Hollywood, ils ne veulent pas être rattrapés par les Chinois. Et ils ne veulent pas être rattrapés par les Chinois. C'est ça le sujet, c'est exactement ça le sujet, et c'est la raison pour laquelle il demande, il est aussi virulent sur les droits d'auteur, sur la reconnaissance des brevets, sur l'arrêt du copiage et du pillage, et tout ça. Et il a raison quelque part. Alors nous,
nous, les Européens, on n'est pas très concernés par ça, parce que finalement, on est assez absent de ces secteurs. Hein. Mais il va falloir quand même qu'on s'en occupe. Ça se finit comment, cette histoire? On ne dit pas dans le bar de café, mais il y aura un accord? Parce que derrière, tout ce qu'on voit, c'est l'escalade tarifaire. Ça se finira, ces gens-là sont très pragmatiques. Ils sont comme des hommes d'affaires. Ils n'ont pas d'idéologie, il n'y a pas une idéologie très forte. Même en Chine, il n'y a pas une idéologie très forte, contrairement à ce qu'on croit. C'est le pragmatisme. Il faut que ça réussisse. Il faut que ça marche. Hein. Macron pourrait dire ça. Moi, je m'en fous de l'idéologie, je veux que ça marche. Quoi. Ouais. Et Trump, c'est un homme d'affaires. Les hostilités vont croissantes. Oui, mais ça marche. Ça produit du résultat. Il n'y a qu'en Chine que ça produit. Il n'y a qu'aux États-Unis que ça produit des résultats, au détriment un peu de l'Europe, et il est en train d'adoucir les angles, et au détriment également des pays émergents et de la Chine. Donc cette guerre commerciale, il va la gagner, selon vous? Je pense qu'il peut la gagner, la guerre commerciale. Disent que l'accord sera à minima, qu'ils vont lâcher un petit peu. L'accord va être à minima. Savez-vous que, par exemple, sur les menaces de taxation nouvelles, on va mettre combien? 3 mois, 4 mois avant de les appliquer, puisqu'il faut à peu près 3-4 mois pour que les produits arrivent dans les ports américains. Bon. Retour en France, autre sujet dans l'actualité, cette réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'il y a cette sortie un peu troublante hier de Gérald Darmanin, lors d'une audition parlementaire. Il nous dit quoi? La réforme des retraites est une question de dépenses publiques. Car la France, il le rappelle, c'est juste, il consacre, le chiffre est correct, 14 points de PIB. Mais ce n'est pas du tout, Jean-Marc, ce que le gouvernement nous a vendu. Non, parce que on nous a dit, cette réforme, elle est censée mettre plus d'équité, plus de lisibilité, plus de justice fiscale, plus de visibilité, bref. Pas pour faire des économies. Et là, on a un ministre qui nous dit, ben non, il y a des économies derrière. Donc c'est ça l'objectif aussi, qui n'est pas dit de manière, qui pour la première fois dit de manière affichée, ouverte, oui, il y a des économies à faire. Je pense que les membres du gouvernement commencent à dire la vérité. C'est que cette réforme, elle a évidemment un impact et une ambition économique purement d'équilibre financier. De faire des économies. Alors, vous n'allez pas mobiliser les députés, vous n'allez pas mobiliser les foules et ni l'opinion publique sur une réforme qui n'a que pour objectif de respecter les critères de Maastricht ou de faire des économies. Ça, les gens sont, je ne veux pas dire qu'ils s'en foutent, mais c'est très éloigné. En revanche, l'équité, la justice. C'est ça la réalité. Cette réforme des retraites, elle est faite pour faire des économies. Entre autres, oui. Pourquoi? Sur la dépense publique. Entre autres, oui. Et c'est pas du tout ce qu'on nous a expliqué jusqu'à présent. Mais enfin, faut être naïf pour ne pas le croire. Le système par répartition des retraites françaises fonctionne avec des cotisants et des pensionnés. Si les pensionnés sont plus gourmands que les cotisants, vous avez un déséquilibre. Les deux plateaux de la balance. Non, mais à ce moment-là, à ce moment-là, qui paye? Quand il y a des déséquilibres sur un régime spécial, mais il n'y a pas tant de déséquilibres que ça. Horizon 2030-2040, c'est quoi 5-7 milliards? C'est l'épaisseur du trait. Ben peut-être, mais ça permettra de faire des économies. Et puis derrière tout ça, il y a peut-être la perspective, ça il ne l'a pas encore dit, la perspective d'une ouverture aux retraites complémentaires qui seraient, elles, des retraites par capitalisation. Donc, ça y est, le masque tombe. L'objectif, le masque tombe parce que l'objectif, c'est l'efficacité, c'est la performance, c'est la compétitivité, oui. Et faire des économies, encore une fois, sur la dépense publique. Oui, c'est faire des économies en modifiant le fonctionnement du système. Ce n'est pas parce qu'il va faire des économies sur la dépense publique, notamment au niveau des retraites, qu'il va modifier la finalité du système de retraite. Sa finalité, elle est toujours de faire en sorte que chaque Français puisse obtenir la même retraite en fonction du temps qu'il a travaillé et que les systèmes restent équilibrés. Il faudra travailler plus longtemps. Il l'a dit, le président. Et c'est là où, quand même, lors de sa conférence de presse, on l'a beaucoup commenté ici, mais en disant pas touche aux 62 ans, parce que c'est un totem, c'est comme l'ISF dans l'autre sens, il ne faut pas y toucher. Derrière, comme il y a l'accumulation, il y a la retraite par poids. Il dit durée de cotisation, en gros, rallongée, ça veut dire que mécaniquement, pour ceux qui vont toujours partir à 62 ans, la pension sera plus faible. Mais il faut quand même le dire, ça. Oui, mais j'ai mal compris. Je pense que non, vous avez très bien compris. Non, mais là encore, il faut le dire. Je pense qu'il faudra. Oui, je pense que ça se dit, et je pense que les gens ne sont pas dupes. Ils savent très bien que lorsque les espérances de vie montent, lorsque la situation économique se tend, il faut trouver de l'argent quelque part pour pouvoir... Pour toucher une pension équivalente ou décente, il faudra travailler plus longtemps. La génération du baby-boom a été très gâtée. Elle a été gâtée. Elle a été gâtée parce qu'elle bénéficie d'une retraite à taux plein assez tôt, avec une perspective d'espérance de vie très large. Je ne suis pas sûr que les Français aient bien compris tout ça malgré tout. Même si dans les faits, c'est intéressant. Dans les faits, les Français, ils partent à 60, quasiment 63 ans, les Français. Je pense que les retraités ont bien compris tout ça. La meilleure preuve, c'est que dans les sondages, quand vous regardez où vont les retraités aujourd'hui, ils vont principalement chez Macron. Ouais. Ce qui est quand même très nouveau. D'autant qu'ils ont été mis à contribution. D'autant qu'ils ont été mis à contribution, et assez sévèrement au départ. Allez, pour des raisons qui ont été expliquées. Ouais, pour le coup.
Là, pour le coup, ils étaient prévenus. Hein. Mais je crois que Macron, il a quand même viré un peu son éditorial économique, sa politique économique, en sacrifiant quelque peu l'objectif d'équilibre budgétaire au profit des réformes de structure, au profit des réformes de compétitivité. Et quand on dit qu'il a changé du tout au tout sa politique, je n'en crois pas une minute. C'est ce que dit la droite. C'est ce que la droite, parce qu'ils sont encore obsédés par les critères de Maastricht et par tout ça. Mais il y a quand même un plan de 17 milliards quand même qui est pour la demande. Il y a un plan de 17 milliards, mais c'est un plan de 17 milliards. On peut considérer que c'est peut-être une dépense d'investissement qui a permis de ramener la paix sociale pour pouvoir faire les réformes de structure. Son objectif, c'est celui qu'il a donné pendant la campagne présidentielle. Compétitivité d'abord, retrouver la force et la puissance de l'économie française sur les marchés internationaux. C'est ça son objectif. Et alors, si pour atteindre cet objectif, il faut dépenser un peu plus en dépenses courantes, eh bien, il le fait et il l'a fait. 17 milliards. Entre nous, ces 17 ou 18 milliards, ils sont allés principalement ils ont été recyclés principalement dans les produits pétroliers, puisqu'ils ont financé la hausse de la facture pétrolière. Et puis, ils ont financé aussi la hausse des importations chinoises, parce qu'ils sont allés en consommation. Donc, ils n'ont pas été perdus pour la croissance. En import, un peu, sur l'importation, ça vient en moins de la croissance. D'accord. Connaissez le calcul. D'accord. Bah, ouais. Enfin, les partisans de la relance par la demande savaient tout ça. Ils nous demandaient pourtant des relances par la demande. Non, l'idée, c'est quand même de rendre à ce pays ses facteurs de compétitivité, d'attractivité. Pour le coup, il ne lâche pas. Et je trouve qu'il ne lâche pas. Et regardez les études, l'étude EY qui est sortie cette semaine, qui montre que la France est devenue le 5e pays le plus attractif pour les investissements étrangers. À la place des Chinois. À la place des Chinois qui sont tombés à la 8e ou 7e position, alors qu'ils ont été premiers. Les Chinois ont été premiers pendant presque 10 ans. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que Xi Jinping, dont on parlait il y a un instant, il n'a pas réussi son pari. Xi Jinping. Xi Jinping, il n'a pas réussi son pari. C'est que son pari qui était de retrouver la grande Chine, on s'aperçoit que la grandeur de la Chine, elle se mesure exactement comme la grandeur de la France ou la grandeur des Amériques sur les marchés économiques, les marchés financiers. Voilà, indicateur EY dont on a parlé hier. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Sylvestre, pour évoquer tous ces sujets. Merci.